Merci, je tiens à vous remercier au comité organisateur d'avoir pensé à moi pour venir discuter de ce sujet qui est fort passionnant et dont on a eu beaucoup de développement ce matin. Vous m'avez confié la session sur développer en commun un développement du travail du couple dans le domaine de la photographie. Donc c'est ma spécialité, mais alors pas du travail en commun. Donc je pense qu'on parlera davantage de la nature du partenariat des couples dont on va parler plutôt que de la photographie, du sujet même de leur union dans le travail. Ce qui est aussi pour moi très intéressant, c'est où se trouve la part de chacun dans ce travail en commun. J'espère que nos intervenantes pourront développer cet élément. Donc, voir peut-être au-delà de cette entité que forme le couple, puisque chacun a eu aussi des actions singulières, donc leur rôle singulier de chaque acteur des couples Newhall et Gansheim, qu'on appelle souvent de leur nom. Nous recevons, pour parler de ce domaine de la photographie, trois chercheuses, trois intervenantes, Yahara Gil-Glaser, Stéphanie Herman et Hélène Aurin. Alors, merci à vous trois d'être parmi nous aujourd'hui pour évoquer à travers deux exemples de couple ce travail en commun. Je vais tout d'abord vous présenter rapidement, sans lui prendre beaucoup de temps, la première intervenante. Il s'agit donc de Yahara Gil-Glaser, j'espère que je prononce correctement votre nom. Elle a soutenu une thèse en 2010 dans le département d'études américaines à l'université de Haïfa en Israël. Elle est l'auteure d'un ouvrage intitulé, et je le cite parce que c'est important par rapport à sa communication d'aujourd'hui, The Documentary Photo Book, Social Cultural Criticism in the US During the Great Depression and the New Deal, qui est paru en 2013. Elle est l'auteure de nombreux essais autour de la question de l'histoire de la photographie, de l'historiographie, des cultures visuelles et de l'éducation par l'image. Elle dirige actuellement le programme d'éducation par l'art du département de l'université de Tel Haï en Israël, où elle enseigne entre autres l'histoire de la photographie. Alors aujourd'hui, elle nous propose une intervention consacrée au Newhall, Beaumont et Nancy Newhall, dont elle va nous relater l'engagement en faveur de la photographie. Très difficile à traduire ce terme qu'elle utilise dans son titre de Social Documentary Photography, qu'on cite souvent en France uniquement par photographie sociale, de la Grande Dépression jusqu'à la guerre froide. Alors, nous lui laissons la parole. Okay, so I start. Thank you. Together and separately, the Newhalls played key roles in the historiography of photography. Beaumont was the first photography curator of the New York Museum of Modern Art, or MoMA, and perhaps the best-known photography historian of the 20th century. Nancy was a photographer, curator, critic, and theoretician. They were both born in 1908 in Lynn, Massachusetts. Nancy graduated from Smith College, where she excelled in painting and writing. Following her acquaintance with Beaumont in 1933, she began taking interest in photography. She used to say, quote, "When I married Beaumont, I married photography," end of quote. However, while she is known mostly as Beaumont's marital and professional partner, her independent career was just as impressive. Beaumont's mother owned a portrait photography studio, and he became an amateur photographer. In the early 1930s, as an art history graduate student in Harvard, he made an independent study of the history of photography, then in its infancy. In 1935, he began working as a librarian in the recently established MoMA. The Newhalls were married in 1936. That same year, MoMA's first director, Alfred Barr, asked Beaumont to curate a comprehensive exhibition of the history of photography. Nancy joined him in studying and selecting the works, including in their honeymoon in Europe. The catalogue of the famous exhibition was, according to Christopher Philip, I quote, "a crucial step in the acceptance of photography as a full-fledged museum art," end of quote. From 1940 to 1947, Beaumont served as the first curator of the museum's new photography department.
From 1942 to 1945, Nancy replaced him as acting curator while he served in a military photographic unit. The museum management and trustees were strongly opposed to her appointment, but eventually her work was highly appreciated. Nevertheless, her salary was only half that of her husband. Nancy curated 12 exhibitions in 3 years. Although the most prominent of these focused on straight photography, she also promoted social documentary photographers as well as women photographers. Her approach was similar to Beaumont's and ahead of its time in referring to a variety of photographic media, including cinema and the new medium of television, in that it was closer in spirit to the visual culture approach half a century later. The Newhalls are known particularly for promoting photography as an expressive medium. In recent decades, their work has been attacked as employing a traditional art historical approach in highlighting individual photographers and the aesthetic formal aspect of their works, and for emphasizing straight photography, an approach that focused on the qualities of the medium such as angles, sharpness, and tone range. The main target was Beaumont's book, The History of Photography from 1839 to the present. This criticism has its merits. However, it has diverted attention from a significant aspect in the couple's career, their major contribution to the discourse of documentary photography. In this paper, I focus on 2 pioneering projects, the chapter on documentary photography in Beaumont's book, and Nancy and Ansel Adams' exhibition and photo book, Born Free and Equal. They are discussed in the context of the progressive Great Depression, wartime patriotism and propaganda, and the culturally oppressive Cold War. But first, more background on the Newhalls, inside and outside the MoMA. The Newhalls' careers skyrocketed in the 1930s, when photographers experimented with the wide range of techniques and styles referred to as the New Vision. This occurred against the background of the Great Depression, followed by the Second World War, and America's transformation from a rural to an urban society, all contributing to the development of social documentation. After the war, American photography redirected its energies to the personal, subjective level. This was related to the Cold War, in which social artistic expression became illegitimate and even dangerous, as well as to the growing status of photography as fine art. In this context, Beaumont and Nancy fought for departmental status for photography at the MoMA and struggled with budget as well as aesthetical political pressures. In 1947, after returning from his military service, Beaumont made a significant career move when he decided to leave the MoMA upon Edward Steichen's appointment as director of the photography department. Their conflicting attitudes are illustrated by 2 major exhibitions led by Steichen at the MoMA during Beaumont's absence, and while excluding Nancy, the curator. The Road to Victory, 1942, and Power in the Pacific, 1945. Both were propaganda pieces that undermined the Newhalls' efforts to present photography as a complex, expressive medium. After teaching the history of photography at Black Mountain College in North Carolina, Beaumont was appointed in 1948 as curator at George Eastman House, where he served for the next 23 years, after which he became a lecturer at the University of New Mexico, retiring in 1984. In her post-MoMA years, Nancy worked as a photographer, curator, theoretician, and critic, and also developed the photo book genre. The couple worked individually and together until Nancy's death in a rafting accident in 1974. From here on, this paper goes back in time to focus on 2 projects in which the Newhalls promoted social documentary photography. Saw the publication of Photography, a short critical history, more familiar nowadays as the History of Photography from 1839 to the present. Photo historian Douglas Nicol called it the English language text that has shaped thinking on the subject more permanently than any other. End of quote. The first edition was the exhibition catalog, Photography, 1839 to 1937. 3 revised editions were published until 1982. Beaumont's canonic book, to which Nancy made a significant contribution behind the scenes, was a milestone on the road to recognizing photography as an expressive medium
and in placing the photographic image at the center of historical research of photography. Nevertheless, towards the turn of the century, as aforementioned, various critics began blaming Newhall of formalization while ignoring its importance in paving the way to new histories of photography, including the historiography of social documentary photography. In the same year the book was published, Beaumont also published an article in the multidisciplinary journal Parnassus on the documentary approach to photography. In it, he referred to the coinage of the term documentary photography by Scottish documentarist John Grierson, who wished to counter Hollywood's dream factory, in his words. He went on to narrate a history of the genre, from Matthew Brady's Civil War photographs to the photography agency of the New Deal's Resettlement Administration, and later Farm Security Administration to revive American agriculture, henceforth FSA. Beaumont also referred to its social aspect, defining it as a method that, quote, as opposed to the abstract desire to produce, fine art has resulted in significant photographic art, end of quote. He also argued that if photographs are not motivated by a serious sociological concern, then they are not properly documentary. Moreover, he emphasized the importance of expressing emotions toward the issue being documented as intertwined with its aesthetic aspect. This approach was probably inspired by the RA FSA photographs, representing what he called, quote, art in its richest and fullest meaning, end of quote. Beaumont's article was published in the context of discussions on the definition of documentary photography and its expansion in the 1930s. Given this formative text, it might seem surprising that in the first edition of his book, almost nothing is left of this manifesto. It hardly contained any social documentary photographs, as if the Great Depression had never swept the America outside MoMA's walls. This glaring omission was probably due to Beaumont's desire to play ball with the establishment. MoMA's policymakers were still unprepared to adopt this radical concept. In 1939, Beaumont organized an exhibition of RA FSA photographs that traveled for 2 years across 12 states, but was not presented at the New York Shrine. From the 1949 edition onwards, however, social documentary photography won a respectable place in the Newhall history. By that time, he had independent control of the book. In fact, the transformation was so radical that Beaumont referred to it as a wholly new text, in his words. The chapter on documentary photography in the 1949 edition is reminiscent of the 1938 Parnassus article. Documentary photography is emphasized as having a significant persuasive potential, and it includes quotes by photographers, critics, and intellectuals referring to the genre. It is defined using examples of social documentarians since the late 19th century. Having completely ignored the RA FSA project in the first edition, Newhall now devoted almost 2/3 of the chapter to it. It is described in the context of the Great Depression, though with particular focus on photographers canonized as masters, particularly Walker Evans and Dorothea Lange. Nevertheless, a mainly white male context of the book did not change over the years. Moreover, examples of radical photography other than by the RAFSA were almost excluded. Deeper into the Cold War, the 1964 and 1982 editions saw little change in those respects. Nancy was much more radical than Beaumont, but just like him, she had to adjust to MoMA and wartime patriotism. A prominent project in which he had to make compromises was an exhibition of Ansel Adams photographs from Camp Manzanar in California, where Japanese Americans were relocated during the war out of fear of spying after Pearl Harbor. The MoMA exhibition in 1944 was followed by an independent photo book titled Born Free and Equal, in which the full message of the project was delivered. This was clearly opposed to the gradual, partial process in Beaumont's book. The War Relocation Authority, WRA, hoped the photographs would present the project as a success and change racist views towards the detainees,
but Adams pointed a subtle finger at the project itself as racist. Nancy struggled to present the exhibition at the MoMA. After initially opposing her, the trustees agreed to allow it, only after the title was rephrased to Manzanar, Photographs by Ansel Adams of Loyal Japanese American Relocation. Another compromise was locating the exhibition at the basement level gallery. The preparations were also made with great care, with Nancy saying that they had, quote, to allow no opportunity for anyone to accuse us of a production detrimental to the war effort, end of quote. Nevertheless, she added naively that it was important to emphasize, quote, the constitutional rights of loyal minorities placed therein to support one of the things for which this war was all about, end of quote. Combining quotes about equality from Lincoln, Whitman, and the 14th Amendment. In that, she led the museum to threaten to cancel the entire exhibition, forcing her to censor most of them. Moreover, photos of Japanese American soldiers were removed. The book opens and closes with stunning portraits and spectacular mountain landscapes typical to Adams. The photographs of the camp and of individual faces and figures are accompanied by captions and brief text, including short interviews. At first glance, they convey the WRA propaganda, individuals who accept their difficult situation and even benefit from occupational training and employment. Nevertheless, the injustice done to the camp dwellers arises clearly from the book, including its title and opening quotes on equality that were censored at the MoMA exhibition, and mainly in the captions. In an article titled The Caption, Nancy emphasized its importance for documentary photography. It adds, she wrote, to our understanding of the image and often influences what we think of it, and added that it develops title information into why and how along a line of action. End of quote. In Born Free and Equal, this is evident in a photograph whose subject is a well-dressed and smiling young girl, and the caption asks, is her future only a hope and not an assurance? It is also evident in the end, with the quote from the first stanza of Walt Whitman's To the Old Cause, a poem addressing the Civil War and the threat to democracy. The quote is followed by a close-up of a young Japanese whose eyes look straight at the viewer in an expression that may be interpreted as part skeptical, part gloomy, without a caption. Throughout the book, emphasis on the subject's patriotism in the captions serves the purpose of presenting their positive image, but at the same time highlights the irony and humiliation in relocating them. For example, Americanism is a matter of the mind and heart. Or, our president has said that every loyal American citizen, regardless of his ancestry, should be given the opportunity to serve his country wherever his skills will make the greatest contribution, wherever it be in industry or in agriculture. The same is true of a portrait of a Japanese American corporal, including an additional close-up of his ranks, with the captions referring simply to their visible content. Born Free and Equal was seen as disloyal by many. The publisher himself was rumored to have burned many of its copies, probably the reason why it is now a rare item. In conclusion, Nancy and Beaumont both initiated decisive moves in promoting photography's status within and outside MoMA, the first mainstream institution that developed a permanent space for photography exhibitions. This paper focuses on an issue marginalized in the research of their work, their significant role in promoting the status and historiography of social documentary photography. It also sheds light on Nancy's significant role in this discourse, another understudied aspect. Having started out in the same position as her husband's, but with half the pay, and having published texts no less important, she is still usually described as basking in the shadow of his career. At a time when the progressive photography of the Great Depression was replaced by a patriotic art world in World War II, and by repression of social art by the Cultural Cold War, radical scholars and artists were taking a risk.
Nancy and Beaumont Newhall were not among them. Privileged celebrities, they promoted their careers carefully through MoMA, the front door of American art, while supporting social justice and social documentary photography, mostly through its back door. Beaumont saw mainly to the first aspect, Nancy to the second. Thank you. Thank you all for attending. Thanks to participate from a distance. Je vous présente Stéphanie, je le dis en français pour que la caméra, etc., enregistre pour l'ensemble de la salle. Stéphanie Hermann, vous êtes historienne de l'art, diplômée des universités de Münster, de Regensburg et de Sienne. Depuis 2015, vous êtes conservatrice chargée des collections au Forum International Photographie au Reichs Engelhorn Museum de Mannheim, qui détient une partie des archives d'Helmut Gernsheim. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages et d'essais consacrés à la photographie ou à l'histoire de la photographie, et depuis 2008 environ, vous avez été commissaire de nombreuses expositions qui concernent le domaine de la photographie. Aujourd'hui, forte de votre connaissance des archives de Gernsheim et des travaux que vous avez réalisés, vous nous présentez une intervention sur le couple que formaient Alison et Helmut Gernsheim, sur leur contribution commune et singulière à l'histoire de la photographie. Alors, votre intervention vise à rendre compte de leur collaboration, de la compréhension mutuelle qui peut être comparée à un véritable compagnonnage entre les deux membres du couple. Ce que n'avait pas montré un ouvrage qu'avait publié déjà le musée de Mannheim sur Helmut Gernsheim, pionnier de l'histoire de la photographie. Donc vous venez combler des questions qui se posent à nous et je vous laisse la parole pour nous présenter ce travail en commun autour de l'histoire de la photographie. Je vous remercie. Je vous donne la parole. Okay, so I will start now. With my speech. Thank you for the introduction, and let's go and start with the Gernsheims. Over a period of a quarter century, Alison and Helmut Gernsheim built up one of the world's most significant collection of historic photographs. The research work performed by the Gernsheim probably never would have been possible if the husband and wife had not worked together congenially as collectors, historians, authors, curators, and supporters. Scholars have long recognized the importance of this special constellation. In 1985, Jean Puls discussed the Gernsheims' shared collection activities and their achievements in his article Collectors of Photography. More recent scholarly literature, in addition to honoring Helmut Gernsheim as the initiator, also describes the decisive role that Alison played as a collaborator in this unusual collecting couple. However, a separate publication on Alison Gernsheim is still a research desideratum. The following will look explicitly and with a special focus on Alison Gernsheim and her achievements in terms of her assistance in building the Gernsheim collection, but also and especially her significance as the first female photo historian in the areas of historical fashion photography and early medical photography. Alison Gernsheim was born on February 10, 1911, as Alison Mary Eames in the London neighborhood of Upper Norwood. She spent her childhood and youth in the heart of the English capital. Thanks to her middle-class upbringing, she enjoyed extensive schooling. After finishing her professional training as a secretary, she worked for various employers. At the age of 27, on August 2, 1938, Alison met Helmut Gernsheim in London for the first time. At the time of this encounter, her first husband, a bookkeeper whom she had married in 1936, accompanied her. There was an immediate
attraction between Alison and Helmut, who was a junior by 2 years. Alison's marriage fell apart in the following months. The couple separated amicably. Alison and Helmut, who had emigrated to London in 1937 because of his Jewish roots, entered into a close relationship. However, they suffered a sudden break in 1940 when Helmut Gernsheim was interned due to his status as a friendly enemy alien. In other words, he was considered a political refugee, but at the same time a potentially threatening foreigner. Only after about a year and a half spent in various Australian internment camps was Helmut able to return to London in November 1941. During this politically and socially unstable time, letters were the only opportunity for personal exchange. These letters, which are among Alison's few known writings still in existence, are also significant for other reasons. For one thing, they demonstrate the couple's close relationship. They shared worries and troubles during those difficult months. For another, Alison's writings give us deeper insight into the character of this woman. Most of the time, she was very refined, modest, and reticent, but here she shows incredible independence, drive, and decisiveness. Besides the rethinking of possible solutions how to return Helmut back to London, photography was already a central topic of conservation for the couple. Helmut, who studied photographic history in depth during the months of his internment, included Alison in this art criticism process right from the start, thus encouraging her interest in the medium, an interest that would become a passion for her too. At the same time, Alison also developed her own interest in photography, which made her a valuable partner within a very short time. Helmut's return from his internment allowed the couple to live together for the first time. They moved into their first shared home at St. Edmund's Court 19 near London's Regent Park. Together with the attic, which was quickly repurposed as a storage area, the space would become the headquarters and base camp for their collecting activities over the next decades. During the war years, Alison helped Helmut in his efforts to establish himself professionally. In this time of economic uncertainty, she worked as a secretary in a company that exported rubber war materials, which assured an income for both of them. On March 9, 1945, they were married in London. Given the political situation, marrying before the official end of the war was a courageous and conscious decision for one another, which had far-reaching consequences for Alison as a British citizen. By marrying a German, who as a friendly foreigner was not eligible for British citizenship, she was no longer entitled to use a British passport herself. Not until 2 years later were they both recognized as having British citizenship. The first meeting between the Gernsheims and Bowman Newhall, the then curator of photography at the Museum of Modern Art in New York, took place over the Christmas holidays in 1944. Newhall, who was an officer in the US Army at that time, had been sent to London on assignment for about 14 days. The Gernsheims and Newhall met on several evenings at the America Club and in the couple's London home. The three discovered many commonalities and similar views, not just about art history and photography, which provided them with endless material for long, drawn-out nighttime conversations.
As a daughter from a good home, Alison appreciated the gallantry and politeness of the American Army officer who praised her coffee, provided them with delicacies from the army canteen, and insisted on helping with the dishes. In addition to the hospitality and sympathy shown on both sides, however, their specialized conversations about photography, its historical development, and its still underappreciated role in the canon of artistic genres largely shaped the discussions. Alison especially enriched their shared talks with her well-founded historical knowledge. When Newhall suggested to the Gernsheims on the evening before his departure that they should use their skills and interests to create a photographic collection, he was by no means speaking only to Helmut, but just as much to Alison, since he saw the couple's relationship as a perfect basis for undertaking a successful collecting project. From this point on, there was no turning back for the Gernsheims. Right from the beginning, Alison shared her husband's collecting enthusiasm without reservation. She was infected with the same virus, as he himself put it later on. Collecting is a disease. Once you begin, you cannot leave off. And for over 10 years now, my wife and I have invested all our money and energy in collecting and researching on the history of photography. Quote close. From the start, the recipe for success in their collecting activities was based on a division of labor that took their individual interests and skills into account and combined them in an ideal way. The main part of archiving work fell within Alison's area of responsibility. Her professional training as a secretary was put to good use here. The everyday office work and correspondence was also generally Alison's job. A trained stenotypist, she was also an expert 10-finger typist. She took care of all the correspondence with photographers, museums, and other institutions, making clean copies of the typewriter of her husband's dictations and short notes. In addition to German and French, she also knew a little Latin, which meant that she was mainly responsible when it came to searching for and skimming foreign literature and texts. Even in the early years of her collecting activities, Alison began to create a scientific document archive. She categorized and filled handwritten notes in order to keep a clear overview of the steadily growing collection. Alison's work on the Gernsheim collection was not without consequence for their life together as husband and wife. Eventually, her work as a scholar became much more important to her than that of a housewife. In the Gernsheim house, this led to a distribution of domestic labor that was unusually emancipatory for the time. While Alison devoted herself completely to the office work, Helmut took care of the housework, did the shopping, and also the cooking. At first, Alison was also able to contribute to Gernsheim collection in a final sense. Convinced that their project would create a significant collection of high quality, the Gernsheims consistently made their personal needs a lower priority in favor of this greater goal. Not only did they both invest their entire income for the extent possible, Alison even sold pieces of her own jewelry when they needed funds for new purchases. When the purchases for the collection nonetheless put the couple in a financially precarious position in the 1950s, Alison did not hesitate to invest an inheritance of several £1,000s that she had received from her deceased aunt to help grow the collection. A significant portion of the inheritance went toward building their own in-house library.
Up to that point, Alison had been an almost daily visitor in the reading room of the British Museum, where she often spent the day looking through literature and for references to photos. With a library in their own four walls, the Gernsheim hoped to be able to research more quickly and efficiently than the still limited facilities of the post-war libraries allowed. Alison faced a different problem in her attempts to use the reading room of the Royal Photographic Society. As a non-member, she was not able to access the library rooms, which were reserved exclusively for club members. For this reason alone, it was in her interest to lay the groundwork for her own photo library using the financial means that were available. For the Gernsheims, in addition to building the collection, a large part of their work had always been sharing their scholarly research in the form of publications. The extensive bibliography alone is striking evidence of this. During their years together, the couple published a total of 28 books, including monographs and individual photographs, monographs on individual photographs and personalities, studies on the history of photography and exhibition catalogs, as well as more than 200 articles in essays, in trade journals, periodicals, and encyclopedias. The first publication in the 1940s still named Helmut Gernsheim as the only editor. However, given their division of labor for every other project, we can safely assume that they applied the same proven model and divided the labor efficiently when it came to preparing these publications, and that Alison worked in the background as an author on these early books too. Starting with their 1954 book about photographer Roger Fenton and his images and writings from the Crimean War, Alison is listed as an official co-editor on the title pages of all the books. Her work on the monograph Julia Margaret Cameron, Her Life and Photographic Work, is also indisputable, since it was mainly Alison who raved about the unusual portraits and the religious romantic pictures in the style of the pre-Raphaelites, inspired by the Victorian era and the fashions of the time. While Helmut had little interest in the overblown style of these Victorian paper dolls, Alison dedicated her first and only individual publication to the fashion and spirit of this era several years later. The book Lewis Carroll, Photographer, from 1949, owes its existence in no small part to Alison's outstanding knowledge of the literary collection at the British Museum. After her husband was offered an album of numerous signed portraits of children and famous British personalities during one of his regular forays through London's second-hand shops, her research was able to reveal a sensational find that made photographic history. It was Alison who was able to attribute the recordings to the famous children's author Lewis Carroll by identifying his handwriting on the back of the photographs. Thus is largely due to her expertise that Lewis Carroll's long-forgotten legacy as an outstanding portraitist, especially of children, was rediscovered and brought to public light. Oh, I forgot. Starting in the 1960s, Alison also increasingly focused on her own projects in areas of specialization. Her chosen research fields could have not been any more diverse. On the one hand, she was interested in the fashion photography of the Victorian era and its socio-historical function. On the other hand, she was fascinated by the beginnings of medical photography during that time.
Her motives were located in a field of tension between the representatives of British nobility and the upper class, in the opulent crinolines and elegant suits on the one hand, and the images of patients' back, disfigured by tumors and gaping operation wounds on the other. Alison's interest in medical photography was the result of her general photographic historical research. During the years she was spent working with her husband on the history of photography, she was constantly coming across materials and documents that dealt with this specialized aspect of photography. In our 15 years of research on the history of photography, my husband and I found numerous references to the applications of photography in medicine and surgery during the 19th century, and we discovered a series of rare photographs. Quote close. Her research in this area represents a pioneering achievement. Her essay, Medical Photography in the 19th Century, published in April 1961 in the British Medical Society's publication series, is not only her first publication on this topic, but is still considered the first comprehensive representation of the issue anywhere. Alison's first article on the history of medical photography reveals the same meticulous research and almost detective-like approach to content that she had shown in previous publications. Right from the beginning, she was able to refute the common assumption among medical development of the medical professionals at the time that medical photography had no developed parallel to development of the medium. Her profound knowledge of older publications about the first photographic experiments in the 18th century also allowed her to predate the beginning of medical photography to the first third of the 18th century. She was able to name William Cheselden, an English surgeon and later personal physician of Queen Caroline, who created optical templates using a camera obscura in order to draw anatomical sketches as precisely as possible, as the father of the field. The content of her article shows the development of medical photography in an interplay with the general technical developments of the medium. In 1963, Alison published another article on the same topic titled Die frühe medizinische Fotografie. In terms of its content, the piece resembles the article that was published 2 years earlier, but the author is able to provide new findings and the names of additional physicians, and she further supports her thesis that medical photography was pursued in many European countries as early as the middle of the 19th century. Alison Gernsheim did not publish any further writings about medical photography. However, there's an 18-page typescript titled Medical Photography Before 1900 that bears an entry stamp dated May 11, 1964, as well as numerous additions and corrections in the author's handwriting, suggesting that a new publication was close to being finished. This article was much more comprehensive than the previous publications. In the first chapter of the text, which is divided into a total of 5 chapters, Alison discusses the developments and representatives of medical photography in the 19th century in much more detail than before. This is followed by glossaries of the most important photographic process of the time, the inventors, and the possibilities for early book illustrations. The article ends with a biographical appendix listing the main figures in the 19th century medical photography, as well as a bibliography and a list of references used.
The bibliography, and in particular, clearly shows how extensively Allison worked on this topic during the years after her first publication in 1961. While the bibliography for her first article had only 15 titles, the bibliography for her unpublished typescript spans 71 titles. Another of Alison Gernsheim's interests was the fashion photography of the Victorian era. Her passion for the opulent fashions of this era began early. Even as a child, she admired the elaborate costumes worn by the actors in historical pieces and Shakespearean plays. At a young age, one of her favorite activities was dressing up in past styles to play the harp. Her intense interest in fashion photography had been the case with medical photography, developed as a logical consequence of her daily photohistorical work. In organizing their collection, Alison quickly realized the importance of dating the pieces as precisely as possible. However, since the information was only available in very rare cases and the photographer's biographical details were too vague to be helpful in dating the pictures, Alison began to implement her knowledge of each era's various fashions and variations so that they could retroactively date the photos based on the typical stylistic features of the clothing. With the publication of her book Fashion and Reality in 1963, she once again broke new scholarly ground, this time in the era of fashion research. While the book market had already seen numerous publications on Victorian fashion, the descriptions and summaries were almost exclusively based on the highly idealized fashion sketches and illustrations in fashion journals of the time, without taking the realistic documentary evidence of contemporary photographs into account. By using numerous contemporary photographs to illustrate her analysis of men's and women's fashions in the Victorian era, Alison revealed their special stylistic features and their wealth of variation through photography. At the same time, she created a convincing frame of reference that allowed readers to evaluate whether what had previously been considered typical fashions for the time, and what the idealized fashion illustrations and paintings of time suggested. Alison was the first to use the indicator function of photographs in this special context. The book's title, Fashion and Reality, once again highlights this newfound realization. Its resonance in the international media and trade press was enormous. Numerous reviews praised not only the enlightening insights into the actual fashion of the Victorian era, but also the book's innovative approach with its plentiful photographic reproductions that vividly brought the writing to life. The publication followed a 15-year period of focusing on this topic. During that time, Alison had assembled a unique body of written sources and photographic evidence from the start of photography in 1839 to the end of the Victorian era. The text section is divided into 2 chapters. The first, The Rise and Fall of the Crinoline, deals with specific pieces of clothing, especially the above-mentioned hooped skirt, while the second chapter, Curves and Verticals, deals with various cuts and ways of wearing the clothing. The illustration section is much more extensive than the text. With a total of 235 photographic reproductions. Alison was able to draw on their own collection for almost all of the illustration materials, including pictures by renowned photographers such as David Octavius Hill and Robert Adamson, as well as Alice Hoots, the first professional female photographer
who made a name for herself taking portraits of ladies and children of the British aristocracy and upper class. The Gernsheim's collaborative work came to a tragic end with Alison's death on March 27, 1969, at just 58 years of age. The cause of death was later diagnosed as an embolism resulting from the complicated fracture of her left upper arm during a fall. Alison's sudden death was an almost unbearable loss for Helmut. He had lost not only his beloved wife, but also, after 31 years of collaboration, his mental and spiritual companion. In letters to friends and relatives, he expressed serious doubts about whether he could muster the necessary energy to continue their shared life work and finish the publications they had planned together. We had spent several years in London collecting material for new books. But will I be able to find the willpower to complete this project without my co-worker, who knew the material as well as I did? Quote close. The respect that Alison enjoyed in professional circles too can be seen from the shocked responses to her death. International magazines and journals published memorial notices and obituaries reminiscing about her achievements as a photo historian. On April 7, 1969, an obituary appeared in the Times that described at length her accomplishments in building the Gernsheim collection, her role as a co-editor of groundbreaking publications about photographic history, and her own scholarly research. Numerous representatives of major national and international institutions expressed their sorrow at the human and scholarly loss and the large gap that Alison's death was leaving in the professional photography world. Many of her longtime acquaintances, including Bowman U-Hall, as well as Alfred Gruber, Edward Steichen, Fritz Kempe, and Lucia Moholy-Nagy, deeply regretted the loss of their valued colleague. As an example, we cite here the letter of condolence from Bowman U-Hall to Helmut Gernsheim, whose personal words reflected the greatest possible respect for Alison's achievements, both alone and at the husband's side. In the many books which Alison produced, both alone and with you, Helmut, she has left a mark which will never be forgotten. The contribution made by the Gernsheims to photography has been rich and has opened the eyes of a generation to this great medium. In recognition of his wife's great achievements and contributions, Helmut continued to publish numerous books, reprints, and new editions under both of their names, even after her death. The second edition of their joint reference work, The History of Photography, which appeared in 1969, shortly after Alison's death, begins with the following dedication by Helmut Gernsheim. In honor and loving memory of Alison Gernsheim, whose tragic death on 27th March 1969 has deprived me, after 27 years of marriage, of a wonderful companion, an ideal collaborator, and a wise counselor. Quote close. Thank you very much for your attention. Merci Victor. Alors je vais vous présenter Hélène Aurin, qui est docteure de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle a soutenu une thèse en 2018 sur la photographie pure en Grande-Bretagne entre 1860 et 1917. Elle a été successivement chargée de cours à terre à l'Université de Lorraine. C'est pour cela que cette information est portée sur le
sur le programme. Elle était aussi chercheuse associée à la Bibliothèque nationale sur le fonds, il me semble, l'Artigue. Et elle a participé à l'exposition Qui a peur des femmes photographes présentée au musée d'Orsay en 2015. Elle a publié notamment de quelques articles, et notamment une série d'articles sur l'époque victorienne à laquelle Helmut et Alison Gernsheim, comme nous l'a montré Stéphanie Hermann, ont longtemps été presque seuls associés découvreurs de cette photographie du 19e siècle. Aujourd'hui, Hélène Aurin va nous proposer une intervention sur ce couple, que nous venons aussi de voir quelques aspects. Étudié cette fois selon un angle qui diffère de la précédente communication et qui reprend, il me semble, en partie cette idée de découvreur de la photographie victorienne. Je lui laisse la parole et nous poserons les questions à l'ensemble de nos intervenants à la fin de sa présentation. Merci Hélène, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction et puis merci pour cette invitation à participer. Je suis ravie. Ça complète quelque chose que j'avais vu un peu intuitivement au moment de recherche, mais qui n'était pas à ce moment-là mon objet de recherche principal. Et je vous avoue que cette communication part sur un constat personnel et qui est presque un constat un peu consternant pour ma personne, peut-être un peu moins pour Alison et Helmut Gernsheim. Alors, on parlait en introduction de la communication de Stéphanie Hermann, de ce livre qui était incomplet. Le voici, il est à droite. C'est le résultat en fait d'un colloque qui a eu lieu en 2003 à Essen, dans la Society for the History of Photography. Et ils ont essayé de revisiter en fait l'apport d'Helmut Gernsheim à ce moment-là. En 2003, en histoire de la photographie, dans les universités, on n'enseigne presque plus Helmut Gernsheim. Il n'est presque plus en fait présenté comme quelqu'un de fondamental. Donc c'est vraiment revisiter son discours avec tout un nouvel apport de l'histoire de la photographie. Je vous ai mis la table de la matière que sûrement vous lisez très mal. Alison Gernsheim est donc complètement absente. C'est ce que donc vient de faire Stéphanie Hermann. Elle vient de compléter en fait ce manque total. Alors, elle n'est pas complètement absente. Elle apparaît notamment dans une note de bas de page de Coleman. Je traduis très grossièrement ce que dit Coleman. Il dit, en fait, je devrais décrire Nancy Newhall et Alison Gernsheim, en tout cas, comme deux teams, de mari et femme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnalités autonomes, c'est vraiment des équipes. Et il continue dans sa note de bas de page à dire que, de façon assez étonnante pour l'époque, et Gernsheim et Newhall ont beaucoup de considération pour leur épouse et les traitent avec équité, surtout Gernsheim qui crédite sa femme sur plusieurs ouvrages. Je vous ai mis... Alors, pardon, je vous avais mis cette note de bas de page. Donc, c'est vraiment une toute petite note de bas de page. Voici un peu un panel des publications de Helmut et Alison Gernsheim. Elle ne signe pas tous les ouvrages avec lui. Et on peut voir donc que son nom apparaît dès la couverture. Quand j'ai commencé à travailler sur Helmut Gernsheim, j'ai été en master, j'étais une toute jeune chercheuse et j'étais remplie de naïveté et d'a priori. Et ma première surprise, quand j'ai commencé à travailler sur Gernsheim, je pensais travailler sur Helmut uniquement. Je n'avais absolument pas entrevu que j'allais avoir affaire à aussi Alison Gernsheim. Ça a été une surprise. Et ma première pensée a été « Waouh !» Il fait de la place à sa femme, c'est incroyable, il la crédite sur ses ouvrages. Vous voyez, ce constat personnel consternant, il est là. À partir de là, je suis partie dans les archives, et les archives qui sont donc à la fois au Texas et à Mannheim, et force a été de constater que Alison est constamment présente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sur Helmut Gernsheim sans prendre en considération Alison Gernsheim. Alors les voilà tous les deux en train d'accrocher une exposition, il manque un T, à Détroit. Et notamment cette collection a donné lieu à un magnifique catalogue en 2010.
où Alison Gernsheim n'est pas plus présente que dans l'autre livre sur Helmut Gernsheim d'ailleurs. Alors très rapidement, des questions se sont posées. D'abord, qui fait quoi? Et c'est presque impossible de savoir. Est-ce que Alison Gernsheim est créditée juste parce qu'il a beaucoup d'amour pour elle et du respect, ou est-ce qu'elle met vraiment les mains dans le travail, dans les recherches? Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est peut-être ici 15 minutes où je vais essayer en tout cas de répondre à ces questions-là, ou en tout cas apporter des pistes. À l'époque, donc je vais au Texas, je vais aussi à Mannheim. À Mannheim, les archives ressemblent plutôt à ça. Elles sont dans des pochettes complètement mélangées. Et vous voyez, c'est surtout Helmut Gernsheim qui apparaît, en tout cas sur tous les documents. Le premier constat est que c'est donc une présence constante et que plus qu'un duo entre Helmut Gernsheim et Alison Gernsheim, j'ai le droit à une entité, c'est-à-dire qu'ils sont indissociables l'un de l'autre. Je n'ai pas une personnalité, j'ai un couple. Et c'est un couple très fort, très solide. À Mannheim, je tombe sur une lettre qui date du 31 mars 1969. Dans cette lettre, qui est très particulière, Helmut Gernsheim annonce la mort d'Alison Gernsheim au New Hall. Il faut savoir que donc ces archives sont très mal rangées. Donc vous fouillez, et ce matin vous parliez d'intimité dans les couples. L'intimité chez les Gernsheim est particulièrement pudique, c'est-à-dire qu'on connaît toute la vie des Gernsheim en surface. On sait quand est-ce qu'ils partent en vacances, on sait avec qui ils partent en vacances, on connaît à peu près leur état de santé, mais on n'a aucune idée de ce qu'ils prennent au petit déjeuner, de leur façon de s'aimer, on ne sait pas tout ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une pudeur affichée en permanence. On a l'impression de les connaître, ils ont l'air très sympathiques, mais finalement, vous ne pouvez pas aller dans le détail. Je n'ai aucune anecdote croustillante à vous raconter. Je sais, c'est une déception, mais c'est comme ça. Pas de porte dans un jardin, en tout cas, à partager en commun. En tombant sur cette lettre, je me rends compte que l'émotion me gagne. Ça fait plus de 2 mois que je suis en train de lire des lettres des Gernsheim. Je ne m'attendais aucunement à tomber cette lettre au milieu d'autres qui parlent de photographie. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on s'attache beaucoup trop à son objet de recherche, quand en tout cas, il s'agit de la vie des gens, en tout cas de rentrer de cette façon-là. Aucune valeur historique sur cette lettre, je ne la prends pas en photographie et je ne l'aurai pas faute au confinement. Ici, ça m'amène sur un point qui est indissociable du couple Gernsheim et qui peut-être va agrandir le duo qui forme le couple. Ce sont les New Hall. Les New Hall sont à penser en miroir des Gernsheim, ou en tout cas les Gernsheim sont à penser en miroir des New Hall. Donc vous avez à gauche Beaumont New Hall et à droite Helmut Gernsheim qui sont en train d'essayer en fait un appareillage pour tenir la nuque pendant que vous êtes pris en photo au moment du daguerreotype où il ne fallait pas bouger pendant plusieurs minutes. Donc c'est assez désagréable en fait. C'est impossible de les penser ces deux couples l'un sans l'autre parce qu'en fait ils communiquent en permanence et surtout se distribuent leurs objets de recherche. Et ce mémoire m'ayant amené en fait un chapitre de ma thèse inattendu, se distribue même les sources de ce qu'on n'a pas forcément très bien compris chez Yara, mais qui était en fait la straight photographie, donc c'est-à-dire une photographie pure, non retouchée, une photographie qui est non manipulée. Beaumont New Hall et Helmut Gernsheim sont d'accord sur ce point. C'est vraiment ce qui les réunit. Au-delà en fait d'une rencontre, c'est vraiment, ils ont la même conception de la photographie. Ils considèrent que tout ce qui est retouché est une photographie qui est complètement dévoyée, qui est absolument à bannir, à proscrire de l'histoire de la photographie. Alors, cette rencontre entre les New Hall et les Gernsheim, elle se passe donc pendant la guerre. Beaumont New Hall est détaché de façon militaire, il va en Europe et il va être détaché en Italie et passer à un moment donné par l'Égypte. Il tombe
sur ce livre qui s'appelle New Photovision, qui est une sorte de pamphlet que Helmut Gernsheim a rédigé en 1941. À ce moment-là, Helmut Gernsheim a été déporté en Australie. Donc c'est ce que expliquait en fait Stéphanie Hermann, c'est que c'est le moment, il a déjà rencontré Alison Gernsheim, qui est donc mariée. Il la rencontre en 1938, elle est mariée depuis 2 ans. C'est pratiquement le coup de foudre, elle ne connaît rien à la photographie. Elle va quitter son mari assez rapidement, sauf que la guerre éclate et Helmut Gernsheim est donc déporté. À ce moment-là, donc, les Allemands et les Italiens qui étaient en Angleterre étaient une sorte de menace sourde pour le gouvernement. Donc on met Helmut Gernsheim dans un bateau et il part pour quelques semaines en Australie. Il se retrouve dans un camp avec des intellectuels et il tombe sur 2 livres à ce moment-là, celui de l'histoire de la photographie de Lucien Moholy et l'histoire de la photographie par le docteur Stunger. Lucien Moholy, il l'a déjà rencontré à Londres. Donc c'est l'ex-femme de Laszlo Molinach, qui est professeur au Bauhaus, et qui a écrit une histoire de la photographie assez méconnue d'ailleurs. J'espère que quelqu'un un jour va faire des recherches assez approfondies là-dessus, parce que personnellement j'attends un petit peu ça. Elle a écrit une histoire de la photographie qui ressemble beaucoup plus à nos histoires de la photographie actuelles et pas à celle de son époque, qui était particulièrement technique. Gernsheim va affirmer avoir une dette intellectuelle envers vraiment Lucien Moholy et Stenger, et va écrire ce pamphlet qui à la fois fait appel à de la photographie ancienne, à Julia Margaret Cameron, qu'il considérait comme une femme qui ne retouchait pas ses photographies, et qui va à la fois condamner la photographie actuelle en Angleterre, qui est une photographie vieillissante, qui ne correspond pas du tout aux canons photographiques avec lesquels il a grandi en Allemagne. Donc, il écrit en fait un pamphlet qui condamne la retouche et va faire l'apologie de la photographie pure. Newhall, c'est exactement sa pensée sur la photographie. Et on a vu des photographies d'Ansel Adams. Quand ils rencontrent Ansel Adams, ils ont des discussions entières sur ce point-là, sur le fait que la retouche est à proscrire. Nancy Newhall est aussi d'accord avec ce point-là. C'est ce qui fait que le couple Newhall tient parfaitement. Et Alison Gernsheim va être initiée par Helmut Gernsheim sur ce point. Donc elle sera entièrement d'accord avec son mari. Donc ces 4 personnalités vont devenir les héros de la photographie pure, non retouchée. Et c'est presque un dogme, c'est ce qu'on appelle la doxa moderniste, qui va durer jusque dans les années 1960-70. C'est vraiment les gens qu'on écoute le plus à ce moment-là. Quand on regarde la correspondance, on n'est plus dans le couple Gernsheim, on est dans 2 couples, donc les Newhall et les Gernsheim, qui passent leur temps à discuter de cette photographie qu'il faut soit accepter et privilégier, soit complètement bannir. Et dans ces cas-là, il faut trouver des points de faiblesse pour détruire cette photographie. Ils vont se distribuer le travail. Les Newhall vont avoir un travail autonome, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas vraiment comme un couple, ils discutent beaucoup, mais Nancy Newhall signe elle-même ses livres et elle va prendre en charge toute la source de cette straight photographie, en montrant qu'un photographe anglais qui s'appelle Peter Henry Emerson va initier l'américain Stiglitz, qui va être vraiment le dieu de la photographie pure pour les Newhall. Elle va montrer ça. De l'autre côté, Beaumont Newhall va choisir un autre photographe britannique qui s'appelle Frederick H. Evans et va montrer à quel point il avait déjà tout le discours et à quel point il faut suivre ça au XXe siècle. Tandis que les Gernsheim et eux signent ensemble leurs livres et forment un seul auteur, vont détruire tous ceux qui font de la retouche, ou en tout cas qui combinent ou qui trichent un peu dans leur photographie. Donc, ma première piste sur les Gernsheim, c'est de me poser la question de est-ce qu'on a vraiment face à un couple, ou est-ce qu'on est dans un trio, ou est-ce qu'on est dans un quatuor? Tout d'un coup, ça repose aussi cette question de la pensée, c'est-à-dire que ce n'est pas les Gernsheim seuls qui pensent, c'est vraiment 3, si on pense les Gernsheim ensemble, ou 4 personnes. Je vous mets la lettre que les Newhall vont écrire en réponse à l'annonce de la mort d'Alison à Helmut Gernsheim.
où clairement, il est dit qu'ils sont, voilà, ils venaient de partir et que, voilà, c'est assez terrifiant d'entendre la mort d'Alison Gernsheim. Et vous pouvez voir Your marriage, your partnership was so parallel to Earth. Donc, vraiment, il se compare. Et le deuxième paragraphe va être vraiment un accent sur tout ce qui est le travail et, en gros, la complicité au niveau de la pensée photographique. Il ne va pas parler forcément d'amour, on ne va pas parler d'intimité, on ne va pas parler vraiment d'une vie commune, on va parler de ce que Alison Gernsheim apportait en termes de travail à Helmut Gernsheim. Et on a l'impression que Helmut Gernsheim ne va plus être un historien de la photographie à partir de là. On se demande même où est-ce qu'il va aller sans Alison Gernsheim. Alors Alison Gernsheim, elle a été là à tous les stades. Donc il faut être clair sur le fait qu'elle ne connaît pas grand-chose à la photographie. Donc Stéphanie Hermann a montré à quel point elle est douée sur tout ce qui est l'histoire de l'Angleterre, notamment sur la reine Victoria. Elle est extrêmement précise sur tout ce les faits, tout ce qu'elle doit dire. Elle connaît très très bien toute la mode. Elle va lui apporter toutes ses connaissances, tandis que Helmut Gernsheim va lui apporter l'œil, le regard et la technique. Donc, elle va engendrer tout ça avec lui. Elle est particulièrement utile parce qu'elle parle français, anglais, allemand. Alors lui parle anglais, allemand, donc ça, à la rigueur, ils arrivent à discuter là-dessus. En revanche, toute la partie française, c'est elle qui la gère. Et comme ils sont à la recherche de photographies anciennes, 19e siècle, le français est particulièrement utile. Elle a plus de temps que lui, donc elle va aller au British Museum et elle va pouvoir copier en fait tous les livres pendant que lui est en train de lire et de réfléchir autrement. Et elle va l'aider à arranger en fait toute l'exposition, notamment Masterpiece of Victorian Photography. Sur cette exposition, on a vraiment l'idée d'un couple, deux personnes qui construisent une collection commune. Cette collection, on la voit donc principalement ici, quand il en parle, Gernsheim, quand il écrit à des personnalités, notamment par exemple à une petite fille d'une photographe qui s'appelle Lady Clementina Howardon. Il va lui dire que c'est lui et sa femme qui arrangent les choses et qu'ils peuvent venir lui et sa femme. Donc il va toujours présenter le couple comme celui qui organise. De même, il écrit à la famille d'un autre photographe qui s'appelle Craig Hannan, et il dit « Vous avez peut-être vu cette exposition que ma femme et moi avons organisée. Jamais il ne va se mettre en avant quand il parle aux familles des photographes. Sa femme est toujours très présente. » Et c'est à tel point une cohésion ensemble, c'est-à-dire que ça devient une unité, que quand on parle de la Gernsheim Collection, on n'a pas de Helmut devant, on n'a pas de Helmut et Alison, on a juste les Gernsheim et ça suffit. C'est une entité commune. C'est des photos personnelles, alors autant vous dire, c'est un métier de prendre des archives en photographie, et clairement, ça n'est pas le mien. Vous repérez le rose, ça c'est conservé à Mannheim, ce qui justifie le rose qu'ils ont choisi après pour le colloque en fait. Ça a juste suffi pour eux à montrer que c'était Gernsheim. Ce qu'il faut repérer aussi dans les publications et dans les lettres, dans la correspondance, c'est que Helmut Gernsheim fait une énorme distinction entre les livres où il écrit tout seul et les livres qu'il écrit en commun avec elle. Et c'est là où on peut comprendre qu'en fait, Alison Gernsheim met vraiment sa plume dans les livres. C'est-à-dire qu'il insiste quand c'est elle qui écrit avec lui. Et quand il est seul, il est vraiment seul. Alors, il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Stéphanie en a un petit peu parlé, ils ont des problèmes économiques. C'est qu'en fait, il faut alimenter en permanence cette collection, donc trouver de l'argent. Il va demander à Alison Gernsheim d'arrêter de travailler et de devenir complètement son assistante à partir de 45. Quand il meurt un peu de faim et surtout qu'ils ont besoin d'argent pour engendrer plus de tirages dans leur collection, il va faire des photographies. Il est photographe professionnel. Cameron, le premier livre, est un échec commercial retentissant. Il a appris sa leçon. Et le deuxième livre qu'il va faire, il va refuser de faire 3 livres entre-temps parce que l'éditeur n'est pas sûr.
Et il va faire Lewis Carroll, que vous connaissez pour Alice au Pays des Merveilles. Et Lewis Carroll est absolument un phénomène populaire en Angleterre qui fait que les ventes vont exploser. Et grâce en fait aux ventes de Lewis Carroll, où il va signer de son seul nom, en plus il y aura une exposition MoMA, ce sera les premières œuvres photographiques qui vont voyager en avion d'ailleurs au-dessus de l'Atlantique, ce qui est effrayant pour Beaumont-Newhall et Helmut Gernsheim. Et donc, avec cet argent, ils vont réussir à faire ce livre sur Roger Fenton, qui est plus le livre en fait d'Alison Gernsheim que celui de Helmut Gernsheim. Je vous montre les notes de travail qui sont conservées au Harry Ransom Center. Tout ce qui est écrit à la main, c'est vraiment l'écriture d'Helmut Gernsheim, on le voit partout. Et souvent, il écrit en bleu, donc on le repère assez facilement. Quand il parle de quelque chose qu'il va faire lui, il n'y a que lui qui existe. Vous ne le voyez pas très bien, mais et il parle vraiment de mon livre, même quand il dit mon prochain livre, c'est sur Fenton, alors qu'Alison est avec lui. Il parle de lui. Quand au contraire, il a envie de parler d'un livre qu'il fait avec... où c'est autonome, il ne parle que d'un livre qu'il fait avec elle. Dans ces cas-là, il y a les deux. Et vous voyez, il y a même la signature de Helmut, et il signe pour elle Alison Gernsheim. Il va être sûr que son nom soit inscrit. Ce qui donne dans les livres quelque chose d'assez étonnant, parce que de temps en temps, bizarrement, on a une signature sur la couverture, la préface est signée, c'est quelque chose sur lequel il va insister. Et ça, c'est un livre qui est édité 5 ans plus tôt. On a la couverture et on n'a plus du tout la signature d'Alison Gernsheim. Donc cette chose étonnante, c'est qu'en fait, Helmut Gernsheim comprend très très vite que son nom arrive en premier et que celui d'Alison est écarté par les éditeurs. Et ça l'agace. Et ça se voit dans les lettres, dans la correspondance. Donc il insiste, il remet son nom dès qu'elle écrit un texte avec lui. Donc ça, c'est en 52. Ça, c'est 7 ans plus tard, en 59, il va vraiment faire en sorte que son nom apparaisse. Et on comprend de plus en plus qu'en fait, elle a une vraie part active dans les livres. Après, on est incapable de savoir qui écrit quoi exactement, qui a apporté quoi comme information. La deuxième chose, c'est que dans cette, si je veux dire, cette visibilité de Alison Gernsheim dans le travail de ce couple, cette visibilité, elle est aussi fluctuante. Souvent, dans les articles de journaux, on n'a que Gernsheim, Helmut. On n'a pas Alison, parce que c'est lui l'interlocuteur. Les journalistes viennent lui parler, ils le contactent par lettre, et du coup, on n'a pas forcément Alison Gernsheim, où on va juste dire sa femme quand elle est mentionnée. Donc on a une sorte d'absence, comme ça, d'Alison Gernsheim dans la presse. J'ai repris, c'est vraiment des carnets, il récupère tous les articles qui les concernent, il garde absolument tout ça. La question que je me suis posée, c'est que si la plupart du temps, il fait en sorte que sa femme soit visible, et il insiste notamment auprès des éditeurs pour qu'elle soit visible, il l'associe vraiment au projet, hein, c'est marqué partout dans les lettres. Parfois, c'est Gernsheim lui-même qui provoque cette situation. Notamment, quand on regarde les lettres, alors ça, c'est une nièce de Lewis Carroll. On sait très bien, il a raconté, Helmut Gernsheim, qu'il est venu avec sa femme, il a pris le thé avec ses nièces, il a fait absolument... elle est très présente. Elle vient voir avec lui si c'est la bonne écriture de Lewis Carroll pour les authentifications d'images. Cependant, les lettres sont toujours adressées à Monsieur Gernsheim. Quand il écrit avec du papier en tête, c'est Monsieur Helmut Gernsheim. Il n'y a pas de Alison Gernsheim. Ça, c'est une lettre à Beaumont-Newhall. Et Helmut Gernsheim n'utilisait pas de machine à écrire. En général, quand c'est une machine à écrire, c'est Alison Gernsheim. Donc, c'est sûrement elle qui écrivait, qui faisait en fait office de secrétaire. Quand on établit des bons de prêt, c'est Monsieur Gernsheim, il n'y a pas de Madame Gernsheim, alors qu'elle a été active, notamment dans tous ses prêts. On le sait dans la correspondance. Donc, finalement, cette visibilité, elle est à la fois produite par Helmut Gernsheim, et en même temps, il la rend invisible par aussi, en fait, des conventions maritales, c'est-à-dire qu'on montre toujours le mari en premier. Alors, finalement, la question, c'est est-ce qu'elle est son égale dans leur travail, ou est-ce qu'elle est son assistante?
Bien, la première réponse, elle est dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est qu'il lui demande d'arrêter de travailler et de se mettre complètement à son service, c'est-à-dire qu'il va l'éduquer, il le dit clairement, il va lui apprendre à regarder, il va lui dire qu'est-ce qui l'intéresse lui, et en gros, il va conditionner toute sa façon de voir l'histoire de la photographie. Elle n'est absolument pas indépendante de lui, et elle ne se met jamais en avant. La deuxième chose, c'est que quand on voit qu'elle est son égale, ce ne sont que ses amis très très proches. Donc par exemple, Beaumont-Luol dit vraiment que c'est elle et lui qui font la collection, mais dès qu'on sort d'un cercle amical très proche, là c'est leur plus... Pardon, excusez-moi, je fais une parenthèse, c'est leur plus grosse découverte. Ils ont découvert la toute première photographie au monde, qui est donc au Texas, si vous avez envie de la voir. Et ça, par exemple, ça, s'il considère que c'est une découverte commune, donc il va la montrer, il va vraiment l'associer à ça. Mais pour les autres, pour en gros tout ce qui est du cercle non amical extérieur, Alison Gernsheim va apparaître plus comme une assistante, comme une femme aux côtés d'eux, comme une femme qui vient aider son mari. Elle n'est pas du tout son égale. Alors c'est un article dans Caméra, il y en aura 2 de suite, où justement elle disparaît au fur et à mesure au profit de Helmut Gernsheim. Plus tard, donc on est largement longtemps après son décès, quand Helmut Gernsheim discute d'elle, on a vraiment l'impression qu'il l'a prise par la main et qu'il l'a éduquée. Il le dit vraiment comme ça en permanence. Et il y a une toute petite colonne sur la gauche qui est un récapitulatif de ce qu'il est, de ce qu'il fait dans la vie. Elle n'est jamais mentionnée. C'est lui qui a dirigé tout le numéro 1. Il va falloir attendre qu'il décède, finalement, et ça fait presque écho à la fin de l'intervention de Stéphanie Hermann. Pour qu'elle revienne, dans la première colonne, on voit que sa femme l'a énormément aidée et qu'ils ont construit tous les deux cette collection. Alors finalement, il y a un point commun dans toutes mes pistes, et je m'en suis rendu compte en faisant toute cette communication, c'est qu'en fait, tout passe par Helmut Gernsheim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle que de Helmut Gernsheim et très peu de Helmut et Alison Gernsheim. C'est que c'est lui qui contrôle tout ce qui est dit. C'est lui qui donne tous les interviews, c'est lui qui écrit toutes les lettres, et dans ses archives, il n'y a que des lettres qui sont signées de lui. On n'a absolument aucune archive concernant Alison Gernsheim directement. Du coup, mon regard naïf de jeune chercheuse, en fait, est déjà conditionné par un Helmut Gernsheim qui a complètement contrôlé l'image qu'il avait de son couple, au final. Et donc, finalement, c'est peut-être Stéphanie Hermann qui va montrer le mieux à quel point elle était présente et qu'elle avait ses propres qualités, en tout cas dans ses interventions. Et pour ma phrase de conclusion, j'attirais votre attention sur le fait que j'ai parlé d'Helmut Gernsheim en premier, et dans mon titre, j'ai mis Alison d'abord, et Stéphanie Hermann a fait exactement le contraire. Donc c'est assez étonnant qu'on ait choisi chacune de faire le contraire de ce qu'on a dit. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention, Hélène. Alors, j'aurais peut-être besoin d'aide pour la traduction pour ce terme. Je crois que ce qui me pose vraiment interrogation, c'est que autant Beaumont-Luol que Helmut Gernsheim sont décédés après leur femme, largement après leur femme. Quels gardiens de la mémoire de leur femme ont-ils été? Alors, tu l'as un peu annoncé dans ta communication. Peut-être que Stéphanie pourrait nous dire d'autres choses. Et je ne sais pas si on a bien Yahara. Mais cette question de la survivance du binôme du couple, où se situe-t-elle dans cette seconde partie de l'histoire indirecte de ce couple, puisqu'il perdure au-delà avec les livres, il perdure. Je ne sais pas qui pourrait traduire ce terme de gardien de la mémoire. Voilà. À Stéphanie, si elle le comprend en français, de survivance de l'image de la femme après le décès de son conjoint, dans ce qu'il donne à entendre de leur relation, en fait. Ouais. J'étais en train de régler le micro, du coup, je suis pas sûr d'avoir...
Je disais que Newhall et Gernsheim sont décédés bien plus tard que leurs femmes. Hein. Et je voulais savoir quelle survivance ils avaient donnée au récit de leurs femmes, quelle place ils leur avaient attribuée. Est-ce qu'ils ont essayé de les rendre visibles ou invisibles jusqu'à leur propre décès, donc en 95. Et puis là, pour Newhall, je ne sais plus quand est-ce qu'il décède. 12 peut-être. Hein. Voilà, dans les années 90. So the question is that in both cases, the Newhall and the Gernsheim, the husband survived their spouses, and the question was, what role did they play in keeping their memory alive? Ah, oui, if they played one. The wife's memory? Yes, a wife memory. Oui, tous les deux, ils ont publié des livres déjà posthumes de leurs femmes. Maybe it's to say that few years after Alison's death, Helmut already mentioned her on the book titles, but after a time, he never did that anymore. So only his name was stated on the title. Only the first years after her death, he was mentioned too on the titles. Thank you. I didn't research this, but Beaumont refers to Nancy in his memory. There's a book of his memories, and she's mentioned there quite a lot. Okay, thank you. Et faut tous les deux se sont remariés, il faut quand même le noter. Ce sont des hommes qui ne peuvent pas vivre seuls non plus, en tout cas qui n'ont pas envie de vivre seuls. Et moi, on en a parlé rapidement avec Stéphanie, je ne l'ai pas mentionné, mais Gernsheim se remarie avec une femme qui s'appelle Irène, et dans une lettre qui est conservée à Mannheim, il lui reproche qu'elle est une mauvaise assistante. Et il la compare à Lison en disant à quel point Lison, elle est terrifiante cette lettre, à quel point Lison était merveilleuse, formidable et qu'elle faisait tout bien, et que Irène est non investie et qu'en gros, elle est nulle, et qu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose quand même. Donc il y a une sorte d'inéquité après. Des questions dans l'assistance? J'avais une question pour Yara. Oui, bien sûr, Émilie. Vous voyez. So this is about the first paper. Thank you, Yara. It was really interesting about the Newhall. And I was struck by can you hear me all right first? Good. I was struck by this phrase, almost paradoxical, this radical documentary photography. So could you, because it sounds like she in particular is more radical, but is it radical in the sense of total objectivity or in infusing the work with the subjectivity of whoever is taking the pictures and commenting on them? So what did radical documentary photography mean for both of them? It's a good question. I not only me, but photo historians or historians mostly use this phrase when they refer to activist photographers or scholars. But in the case of the Newhall, as I said in the conclusion, it's relatively radical. Yeah, Nancy was radical relatively to Beaumont, which he was stuck on the SSA. He didn't refer to any activist photography during the time of the civil rights movement. For example, he didn't update his history to more radical examples. He referred only in very short to the Photo League, which was really a radical group of photographers during the 30s and 40s. And Nancy, I didn't have more than 20 minutes, but she was a good friend of the Photo League, and she supported them in her writings, in her work outside the MoMA as well. So she supported radical photography. Thank you. Thanks.
I also didn't refer, but in my longer version, of my article, I also wrote about another project with Adams on a book that's never published on Blacks in the United States. They faced so much such a rejection that they couldn't publish it. No publication house agreed to publish it. That is interesting. In the 50s, and maybe not in the 60s as well. Wow. Were these pictures of like everyday life among ethnic Black minorities, or more radical in their political approach? The shows were, you can call them radical because it was taken from the time of slavery to the 50s, I think. The photographs were of everyday life. At first it was supposed to be on education among Blacks. It was supposed to be sponsored by 2 Black colleges. But she preferred everyday life, but including tensions in everyday life, things that weren't so popular during the Cold War and also during the Second World War, when criticism on American racism was shut down. Thank you very much. Thank you. D'autres questions dans la salle, peut-être? Oui. Bon, merci, mais je pense que vous m'entendez bien de toute façon. C'est plutôt un commentaire en continuation à votre question, parce que je trouve tout à fait intéressant, surtout la description de comment lui, il a fait un travail, un effort pendant sa vie pour visibiliser la présence, pas forcément le travail, mais apparemment la présence, l'existence de sa femme. Mais il continue pas le travail une fois qu'elle est décédée. Et pour ce qui vous avez raconté, il contrôle beaucoup cette image du couple et l'image de leur collaboration après, dans ses entretiens, dans son travail. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je fais une recherche dans un autre domaine, mais sur ce type de collaboration intime. Et ce qui arrive avec beaucoup plus de fréquence, c'est que l'homme décède avant. Et l'épouse, elle fait un peu comme son motif de vie, son objet de travail, la mémoire de son mari. Mais le contraire est quelque chose de très, très, très difficile à rencontrer. Alors là, c'est spécifique parce que Gernsheim, elle a dit très rapidement, Stéphanie, moi je ne l'ai pas dit du tout, mais en fait, ils ont vendu leur collection au Texas en 63, donc 6 ans avant que Alison Gernsheim ne meure. Ils vendent tout leur domicile, tout ce qu'ils ont à Londres, ils vendent tout, et ils partent en Suisse et ils commencent une nouvelle collection. D'accord. Donc, il va continuer à discuter il continue en fait son travail, mais en fait, il est déjà passé autre chose dans sa tête au moment où Alison Gernsheim, ils ont déjà commencé autre chose en fait. Et Irene Gernsheim va, elle, continuer à essayer de à faire perdurer cette mémoire, et elle fait perdurer la mémoire aussi d'Alison Gernsheim, pas que de Helmut Gernsheim. Donc, c'est assez particulier. Et si aujourd'hui il y a la collection aussi à Mannheim, c'est parce qu'elle était assez furieuse de la façon dont le Texas a géré le Harry Ransom Center a géré la mémoire des Gernsheim avant elle. Oui, d'accord. Bon, c'est intéressant. Merci. Je voudrais rebondir justement sur cette question d'auteur de livres, et donc un registre qui serait celui de l'histoire de l'art, dans un champ qui est très spécifique, la photographie, d'accord, mais bon, historien de l'art, et à côté les collectionneurs. Là, je pense aussi que, je crois, mais c'est une question que je vous pose, qu'il y a 2 régimes doctorialité différents dans ces 2 champs. C'est-à-dire que c'est très facile de trouver des couples qui sont des co-auteurs de collections, et cela depuis longtemps.
Je pense notamment à un texte fameux de Christophe Pomian sur le rôle des femmes dans la constitution des collections américaines, où on voit qu'elles sont en position vraiment d'auteur de ces collections, et on passe assez facilement effectivement de ce rôle féminin à un rôle de couple, où ils sont vraiment associés dans la constitution d'une collection. Et la place importante, effectivement, dans les livres, j'ai comme ça le sentiment qu'elle dérive un petit peu de cette octorialité du couple dans la collection. Enfin, je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais il me semble en tout cas que l'un est solidaire de l'autre. Et c'est plutôt la collection qui commande l'octorialité dans les livres, tel qu'on le voit. Oui, pour les Gernsheim, clairement. Pour les New Hall, c'est un peu différent. Oui, pour les Gernsheim, parce que les New Hall ne font pas, enfin, ils ont leur collection, mais ils sont surtout tous les deux directeurs du département du MoMA. Notamment, elle prend le relais quand lui est détaché militairement parlant. Donc, celle qui prend le relais, donc c'est aussi elle qui continue la collection nationale, si j'ose dire. Les Gernsheim, elle donne son argent à Helmut Gernsheim pour qu'il constitue sa collection. Et c'est lui qui décide de ce qu'il y a dans la collection, c'est pas elle. Par contre, elle fait toute la gestion derrière, des images, des droits, tout ça. Mais oui, je suis d'accord, c'est complètement lié au livre. Je crois que dans l'histoire, il y a beaucoup d'historiens de la photographie en couple qui sont des collectionneurs. C'est extrêmement fréquent. Personnellement, je pense attribuer ça au fait que les collections ne sont pas si accessibles que ça et qu'il y a beaucoup de choses qui circulent dans les puces, sur les marchés et que c'est facilement accessible. Donc on peut se constituer des collections et devenir auteur de la propre histoire. De devenir un spécialiste d'un champ spécifique qu'on recherche et qu'on alimente soi-même. Je pense qu'il y a vraiment ça dans l'histoire de la photographie du début du XXe siècle. Et beaucoup de couples, là par exemple, moi j'avais cité deux autres noms, les Schwartz, Henri Schwartz, qui était à Munich, Munich, à Vienne, et qui est parti aux États-Unis aussi, et qui aux États-Unis et avec sa femme Elisabeth Schwartz, qui elle va continuer à avoir un rôle de gardienne de mémoire, de rééditeur de ses propres textes. Voilà, donc des couples qui sont extrêmement investis, des couples, et on avait aussi discuté de ça en aparté, et je pense que là c'est un peu important dans le sens où vraiment quand on regarde, les couples sont souvent des savants immigrés qui viennent quand même beaucoup d'Allemagne, et qui peut-être ont une vision spécifique du travail en collaboration, exilés de leur territoire. Il faudrait développer, et peut-être qu'on aura l'occasion de faire un autre moment. Mais pour la collection, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un rôle essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, alors merci donc aux intervenants. Nous allons passer peut-être, et à la modératrice évidemment. Oui. Oui. Et nous allons passer peut-être à la prochaine session. Alain, si tu veux bien venir.